parler. Hein. Bon, c'était des portraits à l'époque très très simples. Hein. Une caméra, il n'y avait pas trop de... Réservez une petite surprise, on va vous montrer ce que c'est que de la vraie musique qui existe à Toulouse depuis un sacré moment. On y va. Le petit côté groupe local, Émile et Images, terrible. C'est illusionniste, un peu naturiste sur les bords et le corps c'est vraiment quelque chose qui est très simple. J'aime la vie et j'aime m'amuser et prendre la vie du bon côté, tout simplement. Ah là, et alors qui sont évidemment la voiture, vous l'avez bien connue forcément, c'est Christophe et Julie. Christophe, c'est le à l'époque, il a rencontré Julie dans l'émission, depuis ils se sont mariés, ils ont eu 2 enfants et je crois qu'ils sont venus d'ailleurs avec leurs enfants, on les verra tout à l'heure. Ah, venez, venez. Ah bah comme à l'époque, ouais, cool. Et alors là, on va pas vous mentir, on s'est revus, nous. Ouais, on a eu l'occasion. On s'est revus. Mais écoutez, pareil, vous n'avez pas beaucoup changé. Vous, un peu les cheveux, il y en a moins. C'est vrai. Mais il y en avait déjà pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. Mais vous êtes très beaucoup. Vous avez bien C'est gentil, Benjamin, merci. Non, vraiment. Alors, petite photo avec la valise que voilà. Allez. Voilà, alors, je ne sais pas quel secret vous nous avez ramené ou quel... Tu vas voir. Ah oui, ça me concerne pas. Un petit peu. Ah merde. Mais tant qu'à faire. Voilà. Ah là, Petite photo. alors ça y est, il paraît qu'ils étaient excités en loge, ils étaient dans un état de surexcitation. Mais non, mais on avait envie. Attends, depuis le temps qu'on ne s'est pas revus. 20 ans. Allez, la photo là, hop. C'est génial. Et pendant ce temps-là, Bon. alors là, je vais vous dire, là pour moi c'est un événement. Parce que la candidate qui arrive maintenant, je vous jure que c'est vrai, ça fait exactement 20 ans que je ne l'ai jamais revue de ma vie. Et en plus... Alors elle est très très rare. Hein, parce que elle est très occupée avec ses chevaux, je crois. Delphine, j'ai 22 ans, comme vous pouvez le voir, je suis de la campagne, à une vingtaine de kilomètres de Tarbes. Delphine a ouvert il y a 2 ans son propre poney club. Elle s'occupe d'une quarantaine de chevaux et gère une centaine de clients. Alors dans cet emploi du temps surchargé, il y a peu de place pour les garçons. Mon rapport avec les hommes est basé sur le jeu de la séduction, comme beaucoup de personnes, j'aime ça. Mais c'est vrai qu'avec mon emploi du temps, mon travail, tous les animaux, j'ai quand même 25 chevaux à m'occuper. Elle se débrouille, hein, à l'époque. Delphine est malgré tout prête à tout quitter pour une aventure à l'opposé de son quotidien. Eh oui, c'est donc Delphine qui fait son apparition. Là, je suis vraiment très ému. Vraiment, ça fait vraiment 20 ans. C'est pas pour 2 fois. Alors là, franchement, ah là là, mais pareil. Mais tu n'as pas changé. Alors, on peut même pas s'embrasser, vraiment. Bon, allez, de loin. Voilà, Delphine. Ouais, ça fait... Hey, on va le dire, 20 ans qu'on ne s'est pas jamais croisé. C'est vrai. Jamais croisé. C'est vrai. Elle est restée 1 semaine dans la maison. Oui. Après, elle est partie de la maison, mais dans le cœur des gens, vous avez fait partie de l'aventure en entier. C'est vrai. Bah, tu as fait d'ailleurs. Et voilà. Comme j'ai vu depuis 20 ans, je vous vois. C'est bête. Non, C'est bête. Bon, petite photo. Ouais, Bon. super content. Il y a des trucs sympas dans la valise. J'imagine, ouais. Ouais, merci beaucoup, merci. Allez, petite photo. Alors, allez, on va maintenant accueillir, je vais m'écarter, le prochain candidat. Alors, lui, je l'ai revu, mais ce qui est amusant, c'est qu'en fait, je l'ai surnommé en fait le candidat furtif de la maison, c'est qu'il a fait le loft, et finalement, il est passé un peu au travers de tout. Hein. Et il est resté assez longtemps dans la maison. Portrait, vous allez le reconnaître. Fabrice, 29 ans, vient ici tous les jours s'adonner à sa passion, le jonglage. Une activité qui correspond parfaitement à sa philosophie de la vie. Je revendique la liberté, profiter à chaque fois le plus possible du moment présent, saisir toutes les... Alors lui maintenant il est devenu patron d'une société de divertissement, je crois, je sais même plus. On partage quasiment toutes les nuits ensemble, presque toutes les nuits, mais c'est vrai qu'il est de naturel un petit peu jaloux et possessif. Donc si je fais des rencontres un soir, etc., généralement je l'isole, je le mets avec ses potes pour que je passe une nuit pas trop orageuse à cause de lui. Et c'est donc la sortie de Fabrice. Alors Fabrice, justement, à l'époque, il était rentré plus tard dans l'aventure puisqu'il avait remplacé un candidat qui avait abandonné l'aventure Love Story. Comment ça va?
Comment ça va? Alors, Depuis nous, quand? et nous, on servi. Non, on servi il n'y a pas si longtemps que ça. On a fait l'émission Ouais, ensemble. c'est ça. Alors voilà, c'est un candidat, il a réussi à traverser l'émission et c'était voilà, c'est l'homme invisible et pourtant, N'est-ce pas? T'as vu? et pourtant il est encore là. Eh, en tout cas, je suis ravi d'être ici pour les 20 ans. C'est vrai. Revoir tous mes petits camarades, Mais te oui, revoir et mais tout. oui, Ça va mais- être une super bonne soirée, je me réjouis. Il y a des bons doses dans la valise ou pas? Des quoi? Il y a des bons doses? Oui, il y a tout, il y a tout ce t'inquiète. qu'il faut. Ah, très bien. Oui, en plus, je crois qu'il a un dos. Ouais, oh là là. Ah oui, oh là, oui. Ah oui, il a un, ouais, il a un gros dos. On va rien dire, il a un gros dos. Fabrice, on va accueillir maintenant le dernier candidat. Lui aussi, je vous le dis, lui aussi, ça fait vraiment 20 ans que je ne l'ai pas revu. C'était l'un des plus emblématiques de l'émission. Vous allez évidemment le reconnaître. Si je vous donne un indice, DJ, ça vous aide pas beaucoup. Et pourtant, c'est son métier, portrait. Salut, je m'appelle Jean-Edouard, j'ai 20 ans, j'habite Aix-en-Provence et j'ai une grande passion pour les disques parce que je suis DJ. Jean-Édouard est étudiant en BTS. Il est aussi DJ dans un bar branché d'Aix-en-Provence. Outre les vinyles, ce séducteur né a plutôt la réputation de collectionner les filles et plus d'une rêverait de passer sur ses platines. Ce supplément d'amour, Jean-Édouard le trouve auprès de sa mère. Probablement que la personne qui... Ah là 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 là. Jean-Édouard. C'est le Jean-Édouard de l'époque. Il avait quasiment disparu des radars. C'est l'un des personnages les plus forts de l'aventure. Alors là, vraiment, je suis content, hein. Faut pas se serrer dans les bras. Oh là là, 20 ans, c'est vrai ou pas, 20 ans qu'on s'est pas revus. Exactement. Et je crois même qu'on s'est même pas croisés à l'époque. Non, on s'est parlé il y a une semaine seulement. On s'est parlé il y a une semaine par téléphone, parce qu'on a préparé évidemment l'émission ensemble, et qu'ils avaient tous, on va pas se mentir, des angoisses, ils voulaient que ce soit bien, ils voulaient que ce soit la fête du exact, noce. que ça feel good. Que ce soit feel good. Il n'y a que du feel good. Il n'y a que du feel good. Bon, j'ai pas présenté en parlant de la piscine, on va en parler un peu quand même. Mais on peut. Ah oui. Et apparemment, j'ai vu que toi, les lofters, ils avaient un code secret qu'ils utilisaient pour communiquer avec l'extérieur, pour dire si, pour savoir si l'émission marchait ou pas. Voilà, il y avait un espèce de code, bien sûr, qu'on avait du mal à reconnaître ce code. Donc voilà, donc pour les 20 ans, ils ont révélé pas mal de petits secrets. Voilà. Allez, on va quand même laisser parler un petit peu plus longtemps Alexia, donc sur la folle histoire de Love Story, une vidéo de chez Combini. Je m'appelle Alexia Laroche-Joubert et en 2001, je produisais une émission qui s'appelait Love Story et on va vous raconter la folle histoire du loft dans le loft et qui est racontée aussi dans une série qui s'appelle Culte. Alors, j'ai jamais dit c'est débile ou c'est génial, tout simplement parce que j'ai tout de suite trouvé ça génial. C'est débile ou c'est génial? Je suis arrivée comme ça, j'ai lu un petit encart dans un journal qui parlait d'un mec qui s'appelait John DeMol, qui allait lancer un programme où il enfermait des gens pour les observer, etc. Et je me suis dit, mais c'est dingue, c'est tellement révolutionnaire, c'est tellement nouveau. J'ai tout de suite trouvé ça très intelligent. Moi je comprends. Aujourd'hui tout le monde a notre cam, tout le monde... Bon, après, ils n'ont pas cherché une comédienne qui ressemble très pour trait à Alexia Laroche-Joubert. Donc voilà, la comédienne a travaillé sur la gestuelle d'Alexia et sur le phrasé d'Alexia pour que ça soit fidèle à l'original. Voilà, et donc c'est Alexia, elle a fait le loft. Ensuite, bien sûr, on la retrouve dans Star Academy. Et après, bien sûr, ensuite, donc elle est donc la directrice de quelques saisons de Star Academy. Ensuite, bien sûr, ensuite elle a dirigé ALP Productions. Ah non, elle avait créé sa boîte de production qui s'appelle ALP Productions. Ensuite, bien sûr, elle est devenue également productrice de Fort Boyard, évidemment. Elle a participé à... Je crois qu'elle a participé 2 fois à Fort Boyard, avant que maintenant, elle est devenue donc directrice générale de Banijé France. Voilà, donc voilà. Elle est montée en grade. Productrice, voilà, chef de projet, non je crois que ça, c'était chef de projet, productrice, directrice de la Star Academy. Évidemment, donc je rappelle que Alexia Laroche-Joubert, elle a une sœur qui est journaliste. Donc voilà, vous tapez Laroche-Joubert et voilà, vous tomberez sur cette histoire. Donc voilà, donc, et la série culte, sur Amazon Prime Video et sur M6+, évidemment pour fêter les 25 ans de Loft Story. Donc voilà, on va laisser parler Alexia.
ça a été à la fois l'Everest et à la fois, j'ai même pas eu le temps de regarder en haut. Attends, on revient un peu au début. Voilà. C'est ça que je suis arrivée sur le projet. On a besoin d'une pointure. Je suis peut-être pas une pointure, mais je suis une machine de guerre. Casting. Le fait qu'on soit passé de Big Brother, qui était un peu sombre, un peu outre-Rhin, un peu expérimental, avec des gens de différentes classes d'âge, et qu'on soit arrivé à un programme un peu de dating, pop, avec plein de jeunes, gays, sympathiques, ça c'est vraiment un travail d'équipe. Les auteurs me le donnent à moi dans la série, mais la réalité c'est que c'est pas aussi simple. On change le concept en émission de dating. Les candidats seront là pour trouver l'amour. On a installé le loft sur un parking, et je me rappellerai toujours, j'étais au milieu du parking, et je me disais, putain, dans 2 mois et demi, il faut qu'on soit en diff. Enfin, quand je pense que ça a été à la fois l'Everest, et à la fois, j'ai même pas eu le temps de regarder en haut et de me dire, putain, c'est un 8000 mètres que je dois franchir. J'ai constitué très très vite mon équipe, il me fallait un dire de prod. Et alors c'est génial, j'ai appelé un mec qui s'appelle Lionel Viennanex, il a fait la Coupe du Monde de foot, il doit bien savoir faire un loft. Donc il m'a rejoint. Après, je suis allée chercher Angela Laurente, qui venait de chez Mireille Dumas. Et donc, tous ensemble, on a remonté les manches et puis on y est allé, quoi. Moi, je dis toujours qu'un bon casting est fait de la diversité des gens qui font le casting. Et l'avantage, c'est que moi, j'étais plutôt profil bourgeoise, bien élevée, etc. Et il y avait Angela qui était plutôt almodovarienne, espagnole, haut en couleur. Et je pense que c'est la jonction de ces 2 types de personnalités, accompagnée aussi des gens d'M6, qui a fait qu'on a fait un casting très diversifié. Ah non, Benjamin, en fin de compte, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit non, parce que quand même, c'était un programme qui sentait le soufre. Et Benjamin, il était chroniqueur dans une émission qui s'appelait Saga, sur TF1. Et on l'a appelé, et dans l'enthousiasme de Benjamin, qui est quelqu'un qui est fonceur, c'est un joueur, c'est un gamer, donc il n'a pas peur de tenter. Il a dit tout de suite OK. Alors peut-être qu'il avait moins à perdre que d'autres aussi. Mais ceci n'empêche qu'il y est allé tout de suite. Et donc il nous a dit tout de suite oui. Et puis c'est comme ça que... Mais quand je vous dis que c'est une histoire d'outsider, c'est vraiment une histoire d'outsider. Je me rappellerai à vie du moment du lancement, déjà parce que c'était à la Plaine Saint-Denis et on attendait du public qui n'est jamais venu. Donc la fameuse scène où tu as tous les lofters qui sortent, j'ai demandé aux équipes de courir, et ça se voit dans Culte. Dans Culte, c'est l'équipe de prod qui fait des pancartes, etc. C'est ce que tu vas faire, tu vas prendre toute la régie, le HMC, des draps, des pinceaux, des manches à balai, tu me fais vivre le truc. Balai. Et ce qui est dingue, c'est quand on pense au phénomène qu'après, à la fin, Loana remonte les champs, on se dit, on démarrait quand même très très bas. Donc, évidemment, je me rappelle de ça, je me rappelle de Stéphane Courby, qui tondait la pelouse, genre à 20 minutes de l'antenne. Il y avait une forme d'effervescence, parce que c'était nouveau, on ne savait pas où on allait, enfin c'était vraiment très particulier. À l'époque, je me rappelle, on était une toute petite équipe, et on gérait tout, c'est-à-dire on gérait la presse, les photos, les candidats, la construction du loft, les équipes techniques, le canal, 24/24, la livraison de l'émission. Et un jour, avec Angela, on n'a pas réussi à livrer l'émission. Et donc, on est parti en direct sur M6. Et c'est l'un des plus gros records de l'émission. Ah bah, je dormais pas presque sur place, je dormais sur place. On avait aménagé un local où on rangeait des cassettes. Bon, elle raconte presque tout en détail. Mais moi, ce que je me rappelle, c'est surtout la scène culte où Benjamin, où les anciens lofters avaient rejoint donc les finalistes de Love Story, et qui ne voulaient pas, et que les anciens ne pouvaient pas ressortir du loft. Et donc du coup, ils ont envoyé Benjamin dans le loft, sauf que les autres, ils avaient déjà calculé le coup. Ça veut dire, ils avaient prévu des pistolets à eau pour arroser le caméraman et Benjamin Cassady qui arrivaient dans le sas. Donc là, du coup, c'est pour pas qu'ils rentrent, pour pas qu'ils viennent chercher les anciens lofters. Et ensuite, bien sûr, il y a eu la scène, bien sûr, où on a vu, je crois, Aziz, où les garçons, ils ont pris Benjamin, clac, et ils l'ont jeté dans la piscine avec, bien sûr, tout le matos, le micro, l'oreillette, tout ça, voilà, ça coûte de l'argent, le micro, etc. Donc voilà, donc Benjamin a dû improviser donc l'interview des finalistes debout dans la piscine, évidemment avec Loana, Jean-Édouard, Christophe et Laure. Donc voilà, donc ça a duré 5-10 minutes, et ensuite bien sûr, évidemment, il était obligé de ressortir du loft, évidemment, avec tous les anciens lofters. Et donc vous le savez, ensuite bien sûr la finale, la victoire de Loana et Christophe, le défilé en direct sur une moto, évidemment, comme pour le Tour de France, aux alentours des Champs-Élysées, on va dire, c'est pas tout à fait les Champs-Élysées, c'est une petite rue adjacente à la place de l'Étoile,
on voyait l'Arc de Triomphe, mais c'était pas vraiment les Champs-Élysées, c'était de plus petite rue que celle des Champs-Élysées, pour aller bien sûr dans une boîte de nuit de Paris, pour aller bien sûr fêter ensuite tout ça. Faire des préjugés et l'audience explose, plus 30% environ en moyenne. Ce que je dis souvent, c'est qu'on est sorti à cette époque-là des pages, on va dire, de critiques télé pour aller à des pages de journalistes d'investigation politique et financière. Et donc c'est pour montrer que ce truc-là était tellement puissant. Évidemment, il y en avait qui étaient pour la télé-réalité et d'autres qui étaient contre. Voilà, et ceux qui étaient contre, bien sûr, ils appelaient ça la fameuse télé-poubelle. Voilà, ils allaient même jusqu'à jeter des déchets devant le bureau de la chaîne M6, enfin l'ancienne adresse du bureau d'M6. Voilà, en cassant même le logo d'M6 qui était affiché en haut de la porte d'entrée des locaux d'M6. Voilà, malgré tout, bien sûr, ça marchait bien, mais bon, il y en a qui étaient contre. Il y en avait même qui allaient manifester jusqu'aux portes du loft. Évidemment, et les lofters ont pu de temps en temps entendre les fans, ceux qui étaient pour eux et ceux qui étaient contre eux. Cocon, là où elle a été extrêmement maltraitée dans son enfance. Ouais, mais j'ai pas envie de sortir. Je suis bien ici. Il y a forcément des gens que tu as envie de retrouver, non? Non, je crois pas. Ce que je dis, c'est que ce qui est fantastique dans le culte, c'est que ça donne à voir un autre visage de Loana, celle d'une femme forte qui prend des décisions. Ouais, il y avait également une autre comédienne qui joue le rôle de la mère de Loana aussi. Qui avait une ressemblance. Je pense qu'on a tous été dépassés, c'est-à-dire que nous, c'était notre première fois. Pour les candidats, c'était leur première fois. Ils étaient dans une forme à la fois d'innocence et de jubilation. C'est-à-dire qu'ils jubilaient de la notoriété d'un seul coup qu'ils avaient, de tout ce qu'en fait. Loana, elle a quand même monté les marches, elle a fait plus de couverture que Catherine Deneuve, enfin, on parle de ça. Hein. Je pense qu'on était tous pris dans une forme d'euphorie, ce qui fait que probablement que le protocole maintenant est bien plus suivi et bien mieux mis en place qu'à l'époque. C'est une télé-réalité qui change beaucoup de celle qu'on voit maintenant. C'est une télé-réalité qui était très peu produite. Par exemple, au confessionnal, on avait le droit juste de poser 2 questions. Comment vas-tu aujourd'hui? Comment ça se passe? C'est tout. Bonsoir Loana, comment te sens-tu? Donc il y avait vraiment très peu d'interactions. Il y avait quelques jeux, mais très peu. Il y avait les fameuses fêtes, etc. Et je pense que moi, c'est ce que j'aimais dans cette forme de télé-réalité. C'est-à-dire que de l'ennui crée de la conversation. Et on a vu comme ça toute cette génération de jeunes femmes et de jeunes hommes qui venaient d'univers extrêmement différents, socioculturellement, qui d'un seul coup ont commencé à se parler. Et il y a une scène comme ça incroyablement touchante où Loana dit « Mais moi, j'ai rien à vous dire. Moi, j'ai pas voyagé, j'ai pas fait d'études. » J'ai pas fait 1/10 de ce que vous avez fait quasiment tous. En école, qu'est-ce que je te parle? De fac? Quand vous en parlez, j'ai pas connu. J'ai arrêté en seconde pour pouvoir aller travailler. Je travaille dans une boîte de nuit. Des voyages, j'en ai pas fait. Je vis dans un 20 mètres carrés avec ma mère. Tu crois que j'ai envie de m'en vanter? Et je trouvais que c'était tellement émouvant, cette scène. Voilà. Ça a changé même la manière dont on filme, la manière dont on fait des interviews. Ça a mis au cœur de la télévision quand même la télé-réalité. Alors la télé-réalité, c'est pas uniquement la télé-réalité d'enfermement. Il peut y avoir une télé-réalité d'aventure, il peut y avoir une télé-réalité de cuisine, un talent show. Voilà, sous toutes ces formes, c'est très pluriforme. Et puis ça a mis aussi en avant toute une génération de jeunes femmes et de jeunes hommes qui maintenant sont extrêmement connus sur les réseaux sociaux et tout ça. Moi, j'adorerais que le loft revienne et je pense, peut-être que les candidats, ça ne sera pas leur première fois, mais si on ne produit pas trop, ce qu'ils vivront sera une première pour eux. Et donc, oui, je pense. J'ai aucune info. Voilà. On va arrêter de. Hop là, on va arrêter notre partie Secret Story, partie Loft Story. On va maintenant se consacrer maintenant à. Voilà, on va éteindre. Alors du coup, il faut que je rallume les lumières. Voilà, je vais tourner. Hop, avec. Hop, on va rallumer. Maintenant, on revient à Danse avec les stars. Voilà, on revient à 15 ans, donc on revient aux 15 saisons de Danse avec les stars. Hop, maintenant, il faut que je. Hop là. Faut que je remette le petit écran, pardon, ici. Voilà. Vers mon visage pour parler de Christophe Licata, évidemment, les révélations sur les 15 ans. Ah oui, ça fait un petit moment que je suis prévu de vous faire ça. Donc
Donc où est-ce que j'ai la liste? Le sommaire. Alors on va faire quoi? Alors on a fait Amel Bunt. On va faire. Ah mais tiens, on va faire Priscilla, tiens. On va faire la saison avec Priscilla Betty. Évidemment la fameuse petite chanteuse qui fait en ce moment la tournée des années 90, 2000. Voilà. Avec bien sûr, rappelez-vous, teste-moi, déteste-moi, et surtout, nanana, nanana, pardon. Voilà, parce que Lisa Milo, évidemment, c'est... Où est-ce que je l'ai? Je l'ai où? Je l'ai à quelle page déjà? Ok, page 101. Page 101, page 101, page 101. Voilà. Priscilla Superstar, et là on est en combien? On est en 2015, tiens. La tournée Star 80 continue et déjà des rumeurs circulaient sur les célébrités de la prochaine saison de Danse avec les stars. Un nom revient sans cesse, celui de la chanteuse Priscilla Betty. Alors, je me tourne vers vous. Pour moi, elle serait la partenaire idéale. Elle est jeune, dynamique, et je l'ai observée de près lors de spectacles. Je suis impressionné par la façon dont elle bouge, qui ressemble beaucoup à la mienne. Blablabla, blablabla, blablabla. Blablabla, bon là je vais pas tout vous lire. Voilà. Quelques semaines plus tard, je suis dans le taxi qui me conduit vers ma nouvelle star. Et comme l'a prévu la production, j'ai les yeux bandés. Cette année, l'équipe m'a réservé une surprise. Je réalise à ce moment-là que je suis devenu un des danseurs phares de l'émission, un de ceux que le public suit et soutient avec ferveur. Le bandeau sur les yeux, je ne peux pas m'empêcher de ressentir une certaine nervosité. Mes mains sont moites, mon cœur bat de plus en plus vite. Soudain, je sens qu'on me prend la main. Il s'opère une connexion instantanée, comme si une énergie familière émanait de cette personne que je ne peux encore voir. Quand on me retire le bandeau, la joie m'envahit en découvrant le visage de Priscilla Betty. Je suis tellement ému que je tremble littéralement de bonheur. Le tournage de notre rencontre se termine rapidement, mais je ne me suis pas encore remis de mes émotions. Tout ce que je veux, c'est la revoir, échanger davantage avec elle, mieux la connaître et surtout qu'on commence à travailler ensemble. Blablabla. Blablabla. Les conseils sur ses tenues. Nanana. Priscilla est incroyablement douée. Blablabla. Elle est avide de nouvelles sensations, toujours désireuse d'apprendre de plus de pas, plus de mouvements, de perfectionner son style, blablabla. Elle me pousse à me renouveler sans cesse et j'adore cette émulation. Dès qu'elle commence à bouger, c'est tout simplement magique. Même si elle n'a jamais dansé le cha-cha auparavant, elle adopte immédiatement la posture parfaite pour interpréter cette danse latine si particulière. Lors de la répétition du premier prime, un petit désagrément survient cependant. Donc Priscilla n'est absolument pas responsable. Nous avons prévu une mise en scène impliquant des polaroïdes avant notre danse. Des photos de nous doivent être diffusées à l'antenne. La production souhaite aussi mettre en avant une proximité avec laquelle je ne suis pas à l'aise. Cette consigne me gêne. Elle pense évidemment à Coralie, sa femme, Madame Licata, pour dire elle va peut être un peu jalouse sur certaines situations. Que va-t-elle en penser? Je ne comprends pas ce que cela apporte sur le plan artistique. Je crains qu'on utilise aussi la chimie qui existe entre Priscilla et moi, ne crée dans les médias un buzz qui n'a pas lieu d'être. Face à l'instance, je ne peux en fait qu'accepter. Le soir, en rentrant à l'hôtel, je confie mon désarroi à ma femme. Mais pourquoi tu l'as fait si ça te met dans cet état? Coralie, tu sais, je n'arrive pas à leur dire non. Cette angoisse de ne pas être reconduit pour la saison suivante me hante.
À la télévision, nous sommes tous des marionnettes. Pas seulement les danseurs, mais aussi les présentateurs, les chroniqueurs, les personnalités. Des marionnettes constantes, mais des marionnettes tout de même. C'est en tout cas mon point de vue. Heureusement, ce premier prime couronne Priscilla. Tout le monde est impressionné par ses prestations. Même évidemment Marie-Claude Pietragala, si je prononce bien, s'étonne. Mais c'est une professionnelle. Blablabla. Lors de l'entraînement suivant, je la sens mal à l'aise. Je lui demande ce qui ne va pas. Et elle s'effondre. Je réalise alors que la boule d'énergie que je côtoie depuis quelques semaines est en crise. Les critiques l'accablent. Elle s'écroule dans mes bras. Mais c'est atroce, Christophe! Tu te rends compte? Tu te réveilles un matin et tout le monde te vomit dessus alors que tu viens de réaliser quelque chose de bien. C'est tellement injuste. J'essaye de la rassurer. Pendant le rôle de coach psychologique, mon but est de lui permettre de se reposer sur moi, de ne plus prêter attention à ce qui se passe autour, de fermer les yeux et de se laisser guider. Je suis persuadé que les gens finiront par s'attacher à cette femme qui a certes une carapace, mais qui fait preuve d'une force incroyable. Lors des 2 primes suivants, nous faisons fi des critiques, gardons le moral et restons positifs. Nous avons le jury avec nous, c'est ce qui compte. Dès le 3e prime, les commentaires s'adoucissent, ça se calme au niveau des méchants commentaires, et Priscilla parvint peu à peu à gagner le cœur des téléspectateurs. Le 4e prime, prévu pour le 14 novembre 2015, est annulé à la suite des attentats survenus la veille à Paris au Stade de France. Je ressens la terreur qui s'abat sur la ville et le pays. Ma mère me conseille de ne pas sortir de chez moi. La France entière craint de nouveaux attentats. Nous sommes tous suspendus à ce drame. Un voile noir est jeté sur l'émission. Blablabla, blablabla, blablabla. Alors. Voilà. Alors, il y a la partie avec Dirty Dancing, mais on va passer à... On passe au 6e prime de 2015 avec Priscilla et Christophe Licata. C'est pour un numéro de danse contemporaine, mais là, il y a quand même la pression avec la fameuse musique de la Reine des Neiges. Évidemment, le premier jour, il me manque des éléments pour chorégraphier. Je tourne en rond, je manque d'idées, malgré les nuits blanches à écouter en boucle Libéré, délivré. Hein, vous connaissez. Chorégraphier ce numéro est un véritable défi. En plus, en danse contemporaine, voilà, la convertir en contemporaine. Et je me sens bloqué. Le lundi arrive et nous commençons les répétitions sans aucune chorégraphie. Je suis à la fois fatigué et frustré. L'ambiance est tendue et je sens que je ne suis pas à la hauteur. Les répétitions sont éprouvantes et je rentre chez moi déprimé. Je broie du noir dans mon appartement. C'est Christophe Licata qui raconte. Hein. Je suis pas à la hauteur. Les répétitions sont éprouvantes. Je rentre chez moi déprimé. Je broie du noir dans mon appartement. Puis vient le déclic. Lorsque je ferme les yeux, la chorégraphie commence à se dessiner dans ma tête. Ouais. Bon, après, il faut de l'expérience hein, pour que d'un coup. Ah oui, là, ok, là. Ouais, alors, bon, là, on fait. Ah ouais. Et les frissons m'envahissent. Oh, c'est bien ça. Oh. C'est incroyable, tout seul dans ma chambre avec mes écouteurs, la magie opère. Je me sens délivré, pardon, oui, ou libéré aussi. C'est le cas de le dire, de toute pression et les pas s'enchaînent naturellement. Le lendemain, nous reprenons le travail et tout redevient parfait. Voilà. Blablabla, blablabla, blablabla. Ensuite, boum, le passo double avec des 8 et des 9. Blablabla, blablabla. Ensuite, danser sur du France Gall, Si Maman Si. Et ça, c'était sur quelle danse ah, c'est Priscilla qui danse pour sa mère sur Si Maman Si.
En dansant, elle parvient vraiment à se dévoiler à l'écran. Le public assiste alors à un véritable moment de révélation. Ce jour-là, Priscilla montre pleinement qui elle est. À partir de ce moment-là, les téléspectateurs changent complètement d'avis. Il y avait encore des réticences.